football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la zone, bienvenue dans l'émission d'après élimination du Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique étaient tout proches d'un rêve, tout proches d'une finale et pourquoi pas d'une victoire enfin en finale de Ligue des Champions. Mais les Parisiens ont échoué si près du but et il fallait qu'on fasse une émission pour débriefer cette demi-finale retour et puis cette double confrontation d'une manière plus globale avec la team de Zonard habituelle, capitaine Bobo et Jobélin qui a eu du mal, vraisemblablement, qui n'a toujours pas trouvé le sommeil depuis 48 heures. Voilà, on est très transparent, on tourne 48 heures après l'élimination du Paris Saint-Germain. Le cœur très lourd, messieurs, comment vous vous sentez ? Ouais, comme d'habitude. Hein. L'émission a commencé. Non, mais comme d'habitude, j'ai du mal à trouver mes mots quand ça se passe comme ça. Estomaqué, beau. Je voulais pas y croire, mais même si Jonathan aime bien me dire, je te l'avais dit. Encore raison, le GOAT. Et j'ai eu un petit 15-20 minutes après le match où je pense que j'ai pas décroché un mot, le temps de digérer un peu le truc. Après, j'ai fait semblant, parce que j'étais en déplacement professionnel, donc j'ai fait semblant de faire bonne figure avec les gens de mon taf pendant 15-20 minutes après les 15 minutes de silence. Rigoureux. Et je suis parti me coucher, voilà, avec le seum. Et toi, avec le seum de Jo, le cœur un petit peu lourd, ou est-ce que tu as dormi ces dernières 48 heures ou Je vais pas ? te dire la vérité, je pense que les gens qui ont regardé le match l'ont senti tout le long du match. On a vu encore une fois le même match. Et je m'étais un peu préparé à ça, bizarrement. Je pense que si vous avez vu l'émission avant le match, ça se sentait un peu, mais voilà, comme d'habitude, quoi. Okay. Pas plus, pas moins. Maintenant, je suis prêt à ne plus être déçu, donc voilà. Un jour comme un autre, un match comme un autre pour Jobélin. On ouvre l'émission. Messieurs, let's go! Et pour débriefer cette rencontre, les gars, si vous voulez bien, on va procéder par plusieurs thèmes. Voilà, il n'y a pas d'ordre spécifique, mais l'idée, c'est, voilà, je vous propose les thèmes, vous choisissez celui que vous voulez en premier pour qu'on en parle. Non, mais envoie ton message, il n'y a aucun souci. Jo, il n'y a pas de souci. Et puis, on va rester avec Bobo. Les thèmes. Mbappé, Kylian Mbappé, évidemment, il faut parler du numéro 7 parisien. Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, le projet PSG dans sa globalité, la défense du Paris Saint-Germain et le niveau du Paris Saint-Germain. Ça fait donc 5 thèmes, bien sûr, avec des sous-thèmes par-ci, par-là. Vous voulez commencer par quoi ? Mbappé, Luis Enrique ? Bien commencer par le fait que j'ai mis un costume, comme je l'avais promis la semaine dernière. D'accord. Ah ouais, donc ça, c'est un thème sous-jacent. C'est quand même le premier thème, c'est le plus important, quand même. D'accord. Je tiens mes promesses. Alors, en termes de style... Je tiens mes promesses, contrairement aux joueurs et à l'environnement. On est sur une belle veste croisée, non ? Ouais, c'est vrai. Tu veux commencer par quoi ? Mbappé, c'est bien. Hein. Ok. Mbappé au rendez-vous de sa quête et de l'objectif du PSG. Point d'interrogation, avec un gros point d'interrogation. Vraisemblablement, l'attaquant parisien vivait son dernier match européen au PSG. La première question, elle est toute simple. Est-ce qu'il vous a déçu ? Est-ce qu'il a été mis dans les meilleures conditions ? Je dirais même dans les meilleures dispositions, selon toi, mon Jo ? Bah oui, parce qu'on l'a essayé à tous les postes, avec tout le monde, dans plein de matchs différents. Donc oui, il était dans les meilleures dispositions. Oui, il a été contre Barcelone aussi, c'était le même résultat, à part à 10 contre 11 en deuxième mi-temps, à 11 contre 10, pardon, en deuxième mi-temps à Barcelone, avec l'avantage déjà au score. Je sais pas, moi je comprends plus trop ce qu'on doit attendre de lui. Je vais rester sur la même ligne directrice que depuis le début de la saison. Pour moi, c'est un joueur de ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est un joueur du niveau en dessous des grands joueurs. Donc qui a du mal face au 5e de Bundesliga. Face à Hummels, face à Schlotterbeck. Qui est moins régulier que des mecs qu'on a connus pendant 15-20 ans, quoi, avant. Et voilà, c'est comme un... Je le mets au niveau des Ibrahimovic, de ces grands joueurs-là, mais qui ne sont pas des très grands joueurs, quoi. Tu vois. Donc absent potentiellement lors des grands rendez-vous. Toi, Bobo, est-ce qu'il t'a déçu tout simplement Kylian Mbappé mardi soir ? Mardi soir, non. Après, je trouve qu'il est c'est dans la lignée des derniers matchs, quand même, des dernières semaines, et dans les grands rendez-vous. On en avait déjà parlé ici. Mardi soir, non, quand même.
De quoi j'ai dit non, mardi soir, pour moi, c'est la même chose qu'un peu sur les dernières semaines. Je ne l'ai pas trouvé bon, quoi. Enfin, Ah oui, donc oui, déçu. Donc, je suis déçu. Je ne sais pas si je suis vraiment déçu. J'ai l'impression qu'en fait, il est conforme à l'idée qu'on s'en fait quand même depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs années en Ligue des Champions, où il passe quand même au travers sur les grands rendez-vous. Là où j'avais du mal à me projeter un petit peu, et quand Jo disait, ouais, c'est pas un top player, tu vois, ou il va pas marquer l'histoire du foot en mode légende. J'avais toujours du mal à me dire, mais quand même, avec le potentiel qu'il a, c'est pas possible, tu vois, qu'on en reste là. Et force est de constater, malheureusement, que c'est aussi sur ça que tu juges les très grands joueurs, c'est sur les grandes performances dans les grands rendez-vous, et que pour l'instant, il a été absent. Donc, je le dis avec regret, parce que moi, j'aime bien aussi qu'il y ait des belles histoires, que des trucs un peu épiques à raconter, à vivre. Et il m'a pas offert ça. Enfin, il n'a pas offert ça aux supporters du Paris Saint-Germain. Il n'a pas offert ça aux observateurs du foot en général. Je trouve ça poussif et c'est pas. L'année où CR7 est à la Juve, il porte son équipe tout seul. Enfin, tu vois, il les emmène en finale tout seul. Il y a un truc où tu te dis quand même, si tu veux manger à la table de ces mecs-là, sans être, c'est pas CR7, mais si tu veux te dire manger à la table de ces mecs-là, de dire que tu peux briller. Il a été mis à cette table-là. Mais du coup, c'est le troisième du dernier Ballon d'Or. Ouais. Voilà. Le problème, c'est que il est incapable d'être décisif et de porter son équipe en mettant un doublé, en réussissant ses contrôles, tout simplement. Tu vois, il y a un truc. Le problème, c'est que Vinicius lui met une vitesse. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs actuellement qui sont bien meilleurs que lui. Et moi, je suis toujours dans une espèce d'attente de me dire que ce mec ne pense qu'à lui, tu vois, à sa carrière, à l'évolution, à sa marque, parce que c'est une marque aujourd'hui. Et ça, je pense que tu pourras mieux en parler que moi, tu vois. Mais j'ai l'impression que cette saison, comme on en parlait aujourd'hui avant la Coupe du Monde, il n'était pas bon, il s'est géré physiquement. Entre août et décembre. C'était Neymar qui était stratosphérique au PSG. On ne voyait pas Mbappé. Là, j'ai l'impression qu'il se gère jusqu'à l'Euro et que malheureusement, ça ne passe pas dans ces matchs-là parce qu'il a gonflé physiquement, mais c'est aussi une athlétisation, je pense, pour l'Euro et pour ce qui va se passer. De toute façon, tout le monde le sait, il pense à lui avant le Paris Saint-Germain, avant le Real Madrid, avant l'équipe de France, avant tout le reste, quoi. Mais c'est vrai que la construction de l'image de Mbappé, elle est quand même bien foutue dans l'absolu, d'un point de vue market. C'est vrai que, tu vois, il coche toutes les cases du storytelling, ça marche bien avec Nike, on l'a vu encore la semaine dernière sur le truc avec la flamme, enfin pas pour la flamme parce qu'elle n'est pas encore là, mais pour les Jeux Olympiques et la préparation des Jeux Olympiques sur les Champs-Élysées, il y a un truc qui est bien storytellé avec Nike. Non, mais attends, c'était dimanche. Ça fonctionne bien. Est-ce que tu trouves ça normal que dimanche, à 48 heures du match, il fasse ça, plus une interview où il dit je suis en préparation de mon match, déjà, je suis dans mon match, déjà, et après il parle de l'Euro, après il parle des Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui te choque Qu'est-ce qui te choque là-dedans? C'est très, très. Mais je dis de manière très innocente. À 48 heures d'un des matchs plus importants, il n'y a pas de. Il est à Paris, c'est pas, il n'est pas parti faire le truc à Marseille. Mais d'accord, mais pour moi c'est une déconcentration possible, potentielle. C'est ne pas être focus à 100% pour un événement. Pour moi, c'est comme ça. Après, moi, je serais pas d'accord sur les trucs comme ça parce que c'est des êtres humains qui sont quand même assez focus, qui sont bons dans leur taf, qui savent ce qu'ils font. La preuve que non. Mais c'est pas parce qu'il passe à côté. C'est pas parce qu'il a été dimanche sur les Champs-Élysées qu'il passe à côté de son match. Ça fait des semaines qu'il est à côté. Je trouve que ça fait des semaines qu'il est pas. Peut-être qu'il se voit plus beau qu'il est. Le club le laisse faire. C'est ça que je veux te dire. C'est que si les mecs ils font tout ce qu'ils veulent depuis 15 ans et que là on fait passer enfin, je sais pas, c'est pas sa marque, mais quand je dis Kylian Mbappé, c'est la marque Kylian Mbappé. Avant de faire passer le Paris Saint-Germain, puisque je suis désolé, il est pas bon en ce moment. Si t'es pas bon, tu te montres pas comme ça. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est que s'il était monstrueux, qu'on mette en avant, mais qu'il assume sur le terrain, en NBA aux États-Unis, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de mise au vert. Si t'es bon sur le terrain, t'es bon sur le terrain. Si t'es pas bon, tu joues pas. Tu vois ce que je veux te dire? Là, pour moi, je suis désolé, t'as pas à faire ça. Après, le projet de cette année, il avait été construit autour de lui, tout en sachant qu'il partirait en fin d'année. Ce qui est assez étrange quand même pour moi, c'est de me dire que malgré les bonnes dispositions dans lesquelles on a cherché à le mettre, en lui offrant quand même les joueurs un peu qu'il voulait, en tout cas en termes d'affect, il a mis énormément de buts en Ligue 1, mais en Ligue des Champions. Il est meilleur buteur de la Ligue des Champions. Hein. Ouais, comme meilleur buteur avec Harry Kane. Mais en Ligue des Champions. Mais meilleur buteur en termes de penalty. Très important.
Mais en Ligue des Champions, Ouais. tu vois, il surnage pas du tout. Et encore une fois, il est pas. Tu vois, puis le doublé à Barcelone, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt aussi sur ses perfs. Et en tout cas, j'ai un sentiment d'inachevé, même sur les 7 années ou 6 années où il était au club, en disant est-ce qu'il a vraiment marqué. Tu vois, alors ça va être le meilleur buteur de l'histoire du club. Et à côté de ça, on a un truc où c'est quand même. Il y a un sentiment très partagé. Je trouve ça fou, en fait, qu'on ait un sentiment partagé pour un mec qui a mis plus de 200... il est près des 300. Mais justement, c'est Thierry Henry, après la rencontre, qui disait sur la chaîne britannique CBS que Kylian Mbappé est le plus grand joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous êtes d'accord avec pas du tout d'accord. Devant des Jean Gouéa, des Dalem, non? Je suis pas du tout d'accord, mais parce que c'est. Alors, si on parle d'un point de vue statistique, là, c'est lui qui a mis le plus de buts. Ça veut dire quoi, le plus grand joueur? C'est pas ça, c'est que la question, faut la prendre dans l'autre sens. Tu te dis, voilà, si tu mets Harry Kane pendant 7 ans au PSG, est-ce qu'il va te mettre 200 buts? 200 buts, c'est 28,57 par saison. C'est pas non plus fou, 28 buts par saison dans une équipe qui... Là, il a 46, Kylian Mbappé, en 48 matchs pour l'instant. Non, mais d'accord, mais sur les 7 ans, il a mis 200 buts, ça veut dire 28 buts par saison. Donc, je suis désolé, tu mets Harry Kane à la place, il les met. Tu mets... Zlatan, une année, il met 38 buts en 38 matchs en championnat. Cette stat-là, pour moi, elle veut absolument rien dire, parce que tu as une équipe qui domine tellement, et même l'équipe de France. Il est arrivé dans un moment où l'équipe de France a dominé le football mondial. Ils font victoire en Coupe du Monde, finale en Coupe du Monde. C'est fou quand même, tu vois. Il arrive à ce moment-là, les mecs, alors oui, Roustan, il a raison sur ce qu'il dit. Tout le monde a raison sur ce qu'il... Enfin, tu vois. Mais c'est pas non plus la peine de le détruire et de dire que tout est de sa faute. Non. Et tu vois, et c'est pas non plus la peine que lui dise que tout est de sa faute. Oui, c'est ça aussi qui est intéressant. Ça, c'est gênant pour moi. Non, moi en fait, là où je voulais en venir, c'est que lui, après la rencontre, disait, tout le monde lui disait, bon, voilà, vous avez fait un mauvais match, qu'est-ce que vous pensez de votre prestation? Il dit qu'il était d'accord, ok, pour endosser toute la responsabilité, dans un sens où quand le PSG va bien, c'est lui qui prend toute la lumière. Donc quand le PSG va mal, ne marque pas et qu'on attend beaucoup des joueurs offensifs, il est d'accord pour prendre toute la part d'ombre un petit peu qui est autour de lui. Donc c'est pour ça qu'il se sent principal responsable de cette défaite ou de cette élimination. Mais là où l'erreur, elle se fait, c'est aussi d'attendre que pour lui, faire un bon match, c'est mettre un triplé. Moi, j'attends juste en fait qu'il pèse dans le jeu. Tu vois. Mais c'est ça le vrai souci, c'est que tu vois, quand tu réussis pas tes contrôles dans un match de Ligue des Champions, en fait, dans une demi-finale de Ligue des Champions, qui marque ou qui marque pas, on peut s'attendre à d'autres choses qui pèsent. Encore une fois, qui portent l'équipe, c'est pas, c'est inspirer, c'est insuffler quelque chose. Et c'est là où je trouve que c'est un peu dommage, c'est qu'il a. Tu vois, le next step pour être le plus grand joueur de l'histoire du PSG, c'est d'avoir un truc un peu inspirationnel. Et tu as des joueurs qui étaient peut-être moins forts, qui étaient plus inspirationnels et qui étaient peut-être plus représentatifs de ce qu'est le club. Tu vois, qui n'était pas juste de passage, parce qu'on a toujours eu l'impression aussi qu'on lui courait après pour qu'il reste 2 ans de plus. Et ça, c'est compliqué pour être le plus grand joueur de l'histoire d'un club. C'est pas juste d'avoir les meilleures statistiques, c'est aussi de ce que tu dégages, de ce que tu représentes et ce que tu endosses comme rôle. Parce que le PSG, c'est le club de Canal+, c'est le club de Ginola, c'est le club des joueurs comme ça, des magnifiques, de Rai, de ces joueurs-là. Et c'était pas que des stats, c'était beaucoup plus que des stats. Et le problème, c'est que Mbappé, c'est un baby Ronaldo, et que Ronaldo, il influait quelque chose dans son équipe. Quand il était sur le banc, en finale de l'Euro, c'était le mec qui était au bord de la pelouse. C'était pas le mec à Monaco qui est en tribune, tu vois, et qui a abandonné son équipe. Donc voilà, et tout a été mis jusque-là, à même faire un deuxième tour pour le capitaine en début de saison. Enfin, on se rend compte de tout ce qu'on lui a donné, tu vois. Il part dans 1 mois et demi. Merci pour tout. Mais c'est pas non plus. Moi, je suis d'accord. Le club restera plus important que lui. Tu vois, et tu verras que si le recrutement est bon, mais il n'y aura pas de problème à le remplacer, parce que Barcola est déjà meilleur à gauche quasiment. Et puis tu vois, moi je lui en veux pas particulièrement, j'ai pas l'impression que c'est de sa faute, je le jette pas sous le bus, juste je suis déçu de son apport par rapport au joueur qu'il est censé être. Mais c'est pas non plus, je suis pas en train de dire de l'insulter ou de dire voilà, il nous respecte pas. Il est venu c'est un professionnel, il est venu honorer son contrat, faire ce qu'il faut quand il faut. Il est resté 2 ans de plus, merci. Voilà, merci d'être resté 2 ans de plus, faut le dire aussi, tu vois. Mais
moi, je rejoins Jo sur l'idée que l'an prochain, il sera plus là et que collectivement, de toute façon, ça n'a pas changé grand-chose parce que là, il jouait un peu comme finisseur. On aura peut-être un mec qui défend à sa place, tu vois. Et peut-être que ça fera plus de bien, je sais pas. Justement, là, vous évoquez son départ qui n'est pas encore officiel, parce que l'annonce a été annoncée comme officielle par les médias et plus ou moins évoquée par Luis Enrique ou Nasser El Khelaifi. Justement, cette annonce, elle a été annoncée au mois de février, mi-février, et je me suis amusé un petit peu à calculer. Avant cette annonce-là, en 29 matchs, Mbappé, c'est 30 buts. C'est bizarre. Depuis cette annonce, c'est 13 buts en 17 matchs. Ça reste des bonnes statistiques. Stats, mais il joue moins, Dans quel match il marque moins. Voilà. Et est-ce que vous pensez que cette annonce et du coup aussi la gestion de Luis Enrique, qui l'a fait beaucoup moins jouer depuis cette annonce, a pu influer sur les prestations? Tu disais ces dernières prestations qui ont été moyennes. Non. Non, mais d'un point de vue physique, d'un point de vue aussi mental, psychologique. Point de vue physique, on n'est pas forcément d'accord là-dessus. Mais tu regardes toutes les équipes qui ont joué les demi-finales de la Ligue des Champions. En France, on ne jouait pas. Mais Dortmund a joué en Bundesliga. Il n'y a pas un titulaire qui a joué, quasiment. Les mecs sont rentrés, comme Mbappé, rentraient ou rentraient pas. Il y a des joueurs qui ne sont pas rentrés, par exemple. Mais tu regardes le Real, c'est pareil. Ils ont fait tourner avant les matchs de Ligue des Champions. Et c'est juste que tout est tellement réglé à la minute près dans le pôle performance du PSG. Ils ont tous des GPS et tout. Mais franchement, je trouve, moi, personnellement, que c'est raconter n'importe quoi. Parce que les mecs... Mais l'impact psychologique, non, vous y croyez pas? Non. Il n'y a pas eu un blessé, à part Lucas Hernandez, mais qui s'est blessé en match. Il n'y a pas eu un blessé comparé aux 10 dernières années où tu arrivais avec plein de blessés en quart de finale. Sur l'impact mental, je me dis que je vois pas comment ça peut te couler. Et un truc, c'est que c'est ton choix à un moment donné, qu'on doit respecter. S'il veut pas rester, il reste pas. Mais tu veux pas dire, ça m'a mis d'un seul coup, il est un peu en galère parce qu'il a choisi de partir et il est moins bon à cause de ça parce qu'on le fait un peu tourner. Moi, ce que je trouve surtout dommage pour lui, et exclusivement même pour lui, c'est que là, tu vois, on arrive, ça va être c'était son dernier match en Ligue des Champions, on le retiendra pas avec le Paris Saint-Germain. Ça va être le dernier match, certainement son dernier match au Parc. Dimanche prochain. Il va rien se passer parce qu'on ne sait pas où il va, il n'a pas annoncé officiellement, donc je le vois pas prendre le micro en disant salut, merci pour tout ça et je me barre. Donc il va partir dans l'anonymat le plus complet. Il a pas soigné sa sortie. C'est la finale de la Coupe de France. Ouais, mais la finale de Coupe de France, elle sera pas au Parc. Et oui, tu vois, attends. D'accord, mais c'est le PSG. Il y a les trophées UNFP. On Qatar, se souvient qu'il avait fait une petite annonce l'un des trophées. Le PSG du Qatar, ils savent pas faire ça. Mais je sais pas si lui, il a envie de faire ça aussi, tu vois. Non, mais juste pour terminer avec lui, il faut quand même pas oublier tout ce qu'on s'est dit depuis le début de la saison, où on se disait, quand il était pas bon, t'avais l'impression qu'il y avait ce truc qui traînait de au pire c'est pas grave, je pars à la fin de la saison. On l'a dit toute la saison. On l'a senti cette espèce de truc traîné où en fait tu mets tout sur lui, mais tu sais qu'il part. Tu sens qu'il y est, mais il y est pas. Il y a eu ça toute la saison, je trouve. Et c'est l'aboutissement de tout ça, en fait. Tu peux pas, pas être monstrueux en fin de saison. Enfin, c'est pas possible. Est-ce que vous l'auriez sorti, vous, pendant la rencontre? Pas du tout. Vous l'aurez gardé tout en même pas bon, quoi. Ouais, parce que t'es pas à l'abri quand même. Enfin, tu vois, ça reste un joueur ultra talentueux. T'es pas à l'abri qu'il fasse une dinguerie et que c'est aussi ça le sens de l'histoire. C'est qu'à ce match-là, il est épique si jamais il sort un truc extraordinaire. Donc t'es un peu comme Joselu, quoi. Non, mais c'est ton meilleur joueur. C'est ton meilleur joueur. Objectivement, c'est le meilleur joueur. Compliqué de le sortir. Compliqué de le potentiellement, en tout cas. Ok, bon, je crois qu'on a plus ou moins fait le tour sur ce thème Mbappé. Bonne soirée à tous. Reste avec nous quand même, Jo. Il nous reste un thème sur Luis Enrique, le projet PSG, la défense du Paris Saint-Germain et le niveau du Paris Saint-Germain. Vous voulez aller sur quoi? C'était magnifique. C'est magnifique ce qu'on fait là pour l'instant. Oui, non, mais on va faire une émission longue. Ah oui, bon. Ah ouais. Alors, ouais. Ok. Sortez les chronos. Vous voulez partir sur quoi alors? Vous voulez vous énerver sur quoi? Le niveau du Paris Saint-Germain tout au long de la défense du PSG? Allez, vas-y, la défense du PSG. Alors, évidemment, quand j'évoque la défense du Paris Saint-Germain, je pense à Marquinhos, Lucas Beraldo et aussi Gianluigi Donnarumma. Ils étaient tous attendus et ont tous coûté plus ou moins la victoire au Paris Saint-Germain. Donnarumma, parce qu'il est... on peut le dire, impliqué sur le but. Beraldo aussi et Marquinhos aussi. Tout d'abord, peut-être on reste sur Marquinhos? On fait ce que tu veux, c'est toi le chef. Ok, alors sur Marquinhos, comment vous l'avez trouvé dans l'ensemble? Justement, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu ce côté Mbappesque dans le sens où il peut faire un bon match, mais
il va nous coûter une petite erreur. Est-ce qu'il n'a pas un peu ce côté-là, Marquinhos? Non. Marquinhos, il est pourri. Voilà, faut le dire, à un moment donné, ça suffit, ça fait 10 ans. Enfin, je suis désolé, il coûte un but à chaque match, dans les matchs les plus importants de l'histoire du club, quasiment. Enfin, c'est trop, en fait, c'est trop. Là, la seule action du match... Enfin non, ils ont 2 actions dans le match, Dortmund. 2 actions. Ouais, la frappe d'Adeyemi. Le contre d'Adeyemi, où il recule encore une fois, pour la l'énième fois dans sa carrière, sur 35 mètres sans intervenir, jusqu'à ce qu'Adeyemi décide de frapper. Après, Adeyemi, il se baladait en trottinette électrique sur le terrain. Ok, mais tu mets le pied en fait tout de suite. Mais en fait, sur cette action-là, il y a même un truc où il le désaxe pas, il le laisse quand même avancer, Il le laisse jouer. Tu vois, emmène-le au coin de la surface. Là, tu le laisses avancer tout droit et au final, il le laisse prendre de la vitesse et il le laisse même tirer. Est-ce que tu te souviens de ce but de la Croatie en prolongation à la Coupe du Monde quand ils sortent le Brésil? C'est un contre-attaque, pareil. Moi, il recule sur 40 mètres sans intervenir et la Croatie marque. À un moment donné, ce n'est pas possible de faire ça. Tu peux pas défendre comme ça. Le but, ça vient d'un corner. Où il fait une dinguerie absolue. Mais à quel moment il fait ça, frère? Je sais pas. Moi, je sais que c'est ça, Marquinhos. Il nous coûte un corner où tu prends un but où on n'est pas en danger du tout. Il fait une passe complètement foirée. Il nous coûte la remontada, où il est fautif sur 3 buts, dont un penalty. Même s'il n'y a pas faute, même si tout ce que tu veux, je m'en fous. 3 buts. Il est fautif à Madrid sur 2 buts de Benzema. Il est fautif là, au match aller, il couvre sur le hors-jeu, même s'il est à 30 mètres, je m'en fous, il couvre, c'est lui qui fait la ligne. C'est son job. Il est fautif au retour, où il donne un corner alors qu'il n'y a pas corner. La seule action qu'ils ont, c'est lui qui la donne encore une fois. Ah, moi, je peux plus, en fait. C'est le capitaine du PSG. Dans n'importe quel grand club du monde, il ne serait pas capitaine. Alors justement, donc capitaine du Paris Saint-Germain, symbole du Paris Saint-Germain, c'est officiellement le joueur le plus capé, celui qui a le plus souvent porté la tunique rouge et bleue avec 441 matchs. Est-ce que vous pensez que le PSG doit continuer avec lui ou pas? Et même pour lui, est-ce que... Prolonger. Ouais, jusqu'en 2028. Bien vu d'ailleurs. Tu vois, qu'est-ce qu'on fasse? Non, c'est pas ça. C'est pas ça ce qui s'est passé. Ils ont essayé de le virer l'été dernier et ils l'ont prolongé là. Je sais pas si on se rend compte. Mais après... Non, mais la politique du club, à un moment, on en parlera après, mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas essayer de te séparer le 15 août de ton capitaine. Il l'a très mal pris, soi-disant. Le laisser capitaine, faire un 2e tour pour que ce soit Mbappé le capitaine. C'est ce qu'a fait Campos. Pour qu'au final, ce soit Marquinhos qui reste capitaine. Et le prolonger, enfin, ça n'a aucun sens en fait. Mais c'est vraiment, je ne comprends pas ce qu'ils font, quoi. Ouais, en tout cas, la question pour le coup, elle n'a pas trop d'écho parce que forcément, ils sont capables d'essayer de le virer encore. Ouais. Je sais pas. Moi, je n'imagine pas trop ça. Mais c'est vrai que, tu vois, après le Barça, j'ai regardé le film de RMC là, tu sais, où il y a une longue il parle beaucoup dedans, et tu vois qu'il a un sentiment de revanche, qu'il a toujours, qu'il parle de la remontada ou d'autres trucs où il est pointé du doigt et qu'il trouve ça très très injuste en plus. En fait, c'est ça qui est dur, c'est que j'ai l'impression que, tu vois, les erreurs qui coûtent au club dans des moments importants, il a tendance à avoir l'impression qu'on lui tombe dessus de manière tu vois, démesurée et qu'il ne mérite pas en fait, ce qui lui arrive. Du coup, ça empêche aussi la remise en question, ça empêche le truc où tu te dis « Ok, en fait, je ne suis pas irréprochable sur les matchs et à chaque fois que je fais une micro-erreur, ça nous coûte un but. » Tu dis « Non, on veut voir le verre à moitié vide. » En réalité, c'est pas comme ça que tu vois, même tu t'élèves, les athlètes de très haut niveau, ils ont aussi ce truc de reconnaître leurs erreurs et de savoir quand est-ce qu'ils ont merdé. Et en fait, c'est là où je trouve que Marquinhos, il est vraiment défaillant, c'est sur ce côté, être incapable de... Peut-être que, en fait, c'est une question aussi de talent, tu vois. Non, mais même dans le discours, tu vois, j'ai jamais entendu un truc où il a dit ouais, j'ai été naze, tu vois, genre, même sans le dire comme ça. Mais frérot, parce que c'est le club qui est comme ça, parce que ce sera toujours comme ça. En tout cas, tant que le club sera comme ça, personne ne se remettra en question. Nasser, il a dit quoi après le match? Il a dit on était meilleurs. Mais comment veux-tu progresser? Comment veux-tu progresser dans ce club? C'est pas possible. Tu peux pas dire Marquinhos, ouais, c'est encore pas de ma faute, je sais pas pourquoi est-ce qu'on va me... Mais frérot, après, c'est parce que c'est le sentiment qu'ils ont, tu vois, c'est moi, le premier truc que je me suis dit après le match, c'est quand même, putain, tu fais 6 poteaux en 2 matchs,
t'as quand même l'impression que t'es un peu meilleur. Et c'est ça. On y arrive. Non, mais on y arrive. c'est ça qui est horrible. Parce on va le faire. Il faut qu'on en parle parce que c'est un vrai sujet. Parce que je pense que quelque part, tu vois, ça empêche de parler du niveau du club parce que t'as l'impression qu'il y avait moyen. T'as l'impression qu'il y avait moyen. C'est marrant et c'est toujours, mais c'est toujours le même problème. C'est que t'as toujours l'impression qu'il y a moyen. Et puis tu te casses toujours la gueule. C'est très français, ça. Et moi, en grand romantique, plein d'émotions et d'affect, j'ai envie de me dire, ah ouais, on n'est pas passé loin quand même, tu vois. Genre, c'est le truc c'est le sentiment qui va venir si jamais je me raisonne pas. Pour toi, Bobo, est-ce que l'élimination, elle est due à un manque de chance ? Non. Je pense qu'on a. Il y a aussi ça. Il y a un manque d'efficacité. Et pour moi, ça, c'est pas de la chance. À un moment, c'est que tu es en Ligue des Champions, tu marques 0 but sur une double confrontation. Bah, c'est quoi, c'est de ta faute. Alors oui, il y a 6 poteaux, 6 montants qui sont trouvés. Mais ça veut dire que. T'as pas fait assez. Ouais, t'as pas fait assez. Et puis à un moment donné aussi, il faut arrêter. Au bout de 14... Ça fait combien de temps qu'ils sont là, le Qatar ? 14 ans, 15 ans, 12 ans 2000, ils arrivent en 2012. Ouais. Ok. 2011, en 12 ans, c'est quand même jamais... C'est toujours la malchance. Et le Real, depuis 12 ans, ils gagnent je ne sais pas combien de Ligue des Champions et on dit, ils ont vraiment de la chance. Hein. Mais c'est peut-être pas de la chance, en fait. Demande à Michael Jordan s'il y a de la chance dans la réussite dans le sport. Demande à Rafael Nadal ou à Roger Federer s'il y a de la chance dans le sport. Demande aux grands champions ou aux joueurs du Real Madrid s'il y a de la chance dans le sport. Mais c'est juste que c'est des grands clubs, le Real. Il faut arrêter de comparer le PSG à ces clubs-là. Le PSG est un petit club encore. C'est un club qui a 30 ans d'existence, 70. 50. Ouais. Voilà. Par rapport au... Non, mais au-delà de ça, c'est toujours le truc de t'es pas une institution tant que t'as pas une histoire qui va avec. Bien sûr. Exactement. Et là, pour le coup, on reste, on reste vivre comme un bon club européen, mais ça passe par autre chose. Donc, à l'heure actuelle, pour vous, le PSG ne fait pas partie des grands d'Europe ? Bah non, mais on a. Quoi, ce sera un grand d'Europe ? 3 demi-finales en 5 ans, sur le papier, c'est plutôt pas mal. Mais c'est très éphémère, finalement. On a connu des. Regarde, on pourrait parler de Chelsea, qui a eu une période faste. En Ligue 1, eux, pour le coup, ils en ont gagné, la Ligue des Champions. Mais t'as quand même un truc où, il faut pas rater la marche. C'est-à-dire que c'est bien d'être dans cette période-là où t'as beaucoup d'oseille, où tu fais des bons parcours en Europe, mais si tu gagnes pas la Ligue des Champions et que tu t'inscris pas dans la durée de OK, t'es maintenant une équipe qui pèse. Parce que, tu vois, j'ai beaucoup d'affection pour l'Olympique de Marseille, mais en vrai, c'est pas un grand club en Europe non plus, tu vois. Et on n'a pas de grand club en France. Il n'y en a pas de grand club français qui pèse en Europe. Je suis désolé. Tu vois, même Manchester United, qui est complètement absent depuis 8 ans de la Ligue des Champions, des performances en tout cas, ça reste un club immense à côté des clubs français en général. Tu vois, le Milan, j'en parle pas. Je pense qu'on n'est pas du tout... on peut pas se comparer. Hein. Et alors... Si on veut voir le verre un petit peu à moitié plein, si on s'attarde sur le parcours européen du Paris Saint-Germain, c'est du jamais vu pour un demi-finaliste. C'est 5 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Vraiment, jamais un demi-finaliste n'était arrivé, jamais une équipe n'était arrivée à ce stade de la compétition avec autant de défaites et si peu de victoires. Donc, il y a un côté héroïque, exploit du Paris Saint-Germain. Arrête tout de suite ce que tu es en train de faire. Mais tu te rends compte qu'ils sont arrivés, donc après tout ce que tu viens de dire là, genre le nombre de défaites, le niveau de jeu, être autant dominé par Newcastle, Milan, Barcelone à domicile, Barcelone pendant un quart d'heure à l'extérieur ou une demi-heure à l'extérieur, Dortmund à l'aller. T'arrives au retour et tout le monde... Moi j'ai plusieurs au pluriel avec plein de S, des copains qui m'ont dit... Attends, moi j'ai booké l'hôtel pour Londres pendant 2 jours pour la Wembley. Paris, on a montré la cote la dernière fois, à 1,41. Là. Mais à quel moment personne n'est capable de se dire dans l'absolu le niveau du Paris Saint-Germain est faible ? Non, mais sérieusement. La dernière fois, c'était Ricardo Fati qui faisait un parallèle avec la Côte d'Ivoire, qui avait un niveau de jeu très faible et pourtant, vous voyez un petit peu... Mais non, mais moi j'ai des gens du milieu du foot... techniciens monstrueux qui m'ont dit mais Paris va exploser Dortmund avant l'aller et avant le retour en plus. Et moi je leur ai dit mais attendez, mais je comprends, Paris, ils ont explosé qui cette saison ? Vraiment, donnez-moi un match où Paris a explosé qui que ce soit. Personne.
Aussi, peut-être Monaco 5-2 sur un match où c'était n'importe quoi. Il y a l'Olympique de Marseille avec le 4-0 au parc. Marseille, malheureusement, ils ont un problème avec Paris. Voilà. Mais moi, j'ai rarement vu Paris de manière espagnole, comme ce que aimerait faire Luis Enrique, en domination totale, en technicité dans les petits espaces, en tout ce qui a manqué, en fait, contre Dortmund à l'aller et au retour. Donc je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut continuer à dire, avant un match comme ça, c'est bon, ça va le faire, attends, ils sont... Et oui, Dortmund était... C'est des plots, Dortmund, c'est pas des façons de parler. Ils sont pas bons, Dortmund. C'est le 5e de Bundesliga. Mais je pense que c'était aussi ça qui faisait qu'il y avait de la confiance avant le match. C'est qu'on jugeait non pas par rapport au niveau de Paris, mais plus par rapport au niveau de Dortmund, qui semble quand même moins bon que Paris sur les matchs qu'on regarde même en Bundesliga et même en Ligue des Champions. Je sais pas, tu vois, sur la double confrontation, moi, il m'avait pas impressionné plus que ça dans les poules non plus. Bien sûr. Donc je pense que la confiance, elle était de rigueur aussi par rapport à l'adversaire et non pas par rapport au niveau de jeu du Paris Saint-Germain. Mais je sais pas, en fait, il y avait aussi, je pense, un truc de climat et de peut-être tu vois, un truc de com aussi au niveau du club qui a bien fonctionné auprès des supporters. Moi, le premier, j'étais un peu pris dedans. Je me suis dit, ouais, ça va le faire, ça va passer. Tu vois, parce que j'avais le sentiment que c'était, tu sais, qu'on alignait des trucs et que même si on jouait mal, on pouvait aller jusqu'en finale. Même la dernière fois quand on en parlait, je disais, il se passera ce qui se passera, mais même sur un match, on ne sait jamais, tout peut arriver. Et après, c'est pas une campagne dont on aurait pu être fier en me disant, voilà, on a roulé sur tout le monde et on a été jusqu'en finale, ou on l'a peut-être gagné en roulant sur tout le monde, mais peu importe, on se rappelle rarement de c'était quoi les parcours des équipes qui ont gagné la Ligue des Champions. Si tu regardes, je parlais de l'OM tout à l'heure, la Ligue des Champions qui gagne, si tu regardes leur parcours à part la finale, c'est des clubs qui n'existent même plus quasiment pour la fin. Oui, mais c'était une bonne équipe. Oui, bien sûr que c'était une bonne équipe. À la différence de Paris. Non, mais quand tu arrives jusqu'en finale facilement, c'est un autre truc. Mais bien sûr que ça aide. Donc, et ça n'enlève rien au parcours. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu retiens la victoire. Donc on s'en fout finalement si ça jouait bien ou pas. On aurait pu aussi se dire, voilà, t'as eu de la chatte. On a eu de la chatte. On est arrivé avec un tirage un peu favorable, de jouer la Real Sociedad, de jouer un Barça éclaté. Même en n'étant pas bon, tu dois le gagner ce match. Ouais, je pense aussi. Moi, je pense aussi. Tu dois marquer un but en début de deuxième mi-temps, en te reprenant, tu vois. Mais quand tu vois la précipitation, c'est la première mi-temps, encore une fois. Ouais, parce que sur la deuxième, parce que tu fais la même erreur que. Exactement. Je suis désolé de dire ça. Vraiment, pour me connaître dans la vie, c'est pas du tout le but, mais je l'avais dit la semaine dernière. Tu vois. Moi, j'ai peur qu'ils arrivent trop confiants au match retour. C'est pour ça qu'on a montré la cote. Et c'est ce qui s'est passé. Les mecs, ils ont tous dit on va gagner. Enfin, tu vois, genre Luis Enrique pareil. Luis Enrique, il sait pas, il connaît pas encore assez bien le club, tu vois en fait, Luis Enrique. Et ils ont fait une non première mi-temps. Mais même en ayant fait ça, tu as le penalty qui est potentiellement doit être sifflé sur Dembélé. Tu te dis à la 64e, il y a un partout s'il réussit le penalty. Là, il se passe un truc, tu le fais, tu vois. Mais non, il y a même pas eu ça. Il n'y a même pas eu le fait d'aller mettre un but, quoi, tu vois. Et on a tout essayé. On a essayé Ramos en pointe. Ramos, il a raté ses occasions, il faut le dire aussi. Moi, j'adore Ramos, mais il a raté ses occasions. Dembélé, on va en parler de Dembélé, parce que Dembélé, c'est catastrophique le match qu'il fait. Alors justement, là, on mélange pas mal de choses. Avant de peut-être d'évoquer Ousmane Dembélé, est-ce que pour vous, ça fait partie de l'une des plus grandes désillusions du club sur la scène européenne ? Au vu de toute la hype qu'il y a eu, tous les espoirs qui ont été mis en place, est-ce que ça fait partie des... Pour moi, pas du tout, on regarde l'effectif de cette année. Mais par rapport à l'opportunité, tu te rends compte ? Je sais pas. La désillusion, c'est le match contre le Bayern où il y a un non-match en finale de Ligue des Champions. Ça, c'est une plus grande désillusion parce que tu perds 1-0 contre une équipe qui joue à peine en face. Donc ça, c'était une plus grande désillusion. Oui, moi, j'ai des désillusions qui sont plus grosses avec l'époque Laurent Blanc, avec une équipe où tu avais une vraie équipe qui faisait peur et tu te chies dessus en demi. Tu vois. Ouais. Ça, pour moi, c'est la plus grande désillusion. C'est la plus grosse. La remontada, c'est la plus grande souffrance plus que désillusion en termes de niveau, tu vois. Il y avait un truc sur le match à City, tu vois, où je m'attends pas à ce qu'on soit aussi naze. Tu vois, alors que là, pour le coup, l'équipe, ça jouait très bien. Là, je sais pas. Je suis déçu, mais c'est pas une désillusion. Tu vois, t'es déçu parce que tu mets, encore une fois, tu mets des espoirs, tu mets de l'envie dans un truc. T'as envie que ça aille loin, t'as envie de rêver. C'est quand même un des plus gros chocs de l'histoire du PSG. Moi, je sais pas. Moi, je trouve que ça lui colle à la peau justement un peu cette étiquette. Bien sûr que oui. Ça, c'est sûr. C'est la risée de l'Europe, le club. Ça, c'est un peu beautiful loser tout le temps. C'est que ça va toujours perdre au final. Ça, mais ça, on le dit régulièrement.
tous les grands clubs d'Europe, j'ai des copains recruteurs dans les grands clubs européens, tous les plus grands clubs d'Europe sont morts de rire en regardant le PSG depuis 10 ans. Mais morts de rire. Aucun progrès, le recrutement, c'est chaque année il y a un nouveau projet. On va y arriver aussi sur le projet, mais c'est une plaisanterie, quoi. C'est une plaisanterie, le PSG. Avant d'évoquer justement le projet du Paris Saint-Germain, qui vraisemblablement va changer pour la saison prochaine, évoquons Luis Enrique. Voilà, ouvrons un petit peu la page Luis Enrique et revenir sur les propos de l'entraîneur parisien où il a dit « Je suis le seul responsable de cette défaite ». Si Paris n'est pas qualifié, il dit « Je suis le seul responsable de cette défaite ». Si Paris n'est pas qualifié, est-ce que selon vous, c'est entièrement de la faute de Luis Enrique ? Jo. Non, je pense que c'est en partie de sa faute. Après, j'aimerais juste vraiment mettre un truc avant de parler de Luis Enrique, c'est que faut arrêter les clivages de t'es pour Luis Enrique, t'es contre Luis Enrique. Genre tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Je trouve qu'il fait des choses exceptionnelles, il fait des erreurs aussi importantes, comme pour moi Beraldo à la place de Danilo, on en parlait avant, mais il y a beaucoup de positifs et du négatif. Faut arrêter de dire... Enfin, tu vois, on a tous ces copains-là qui sont ou pro ou anti, tu vois. Mais là, le travail qu'il a fait pour... on en parlait déjà pour Vitinha, Zaïre Emery, Barcola, tu vois. Même impliquer les joueurs, 20 joueurs dans un groupe du PSG, ça n'a rarement été fait. Ouais, ça n'a pas été fait. C'est peut-être par Tourelle au début, quand les mecs se donnaient vraiment. Il va être conservé, et c'est rare. On peut le dire quand même maintenant. Moi, je trouve qu'il a fait des erreurs en faisant ce qu'on ne voulait pas qu'il fasse, c'est-à-dire Dembélé en 10 à l'aller, en faisant... Mais sur le retour, il a mis... Beraldo, c'est une erreur. À 90% la compo... Beraldo, c'est une erreur. Parce que Beraldo, on l'a dit avant, pour défendre sur Füllkrug, c'est pas le profil qu'il faut. Et le but qu'on prend, il est battu de la tête par Hummels. Je pense que si tu as Danilo, Hummels, il touche pas le ballon de la tête, par exemple. Parce qu'il sait faire, c'est son job, tu vois. Où est-ce qu'il a fauté, selon toi, Boris ? C'est justement dans le choix de titulariser Lucas Beraldo ? Est-ce que c'est dans sa gestion depuis une partie de la saison ? Est-ce que c'est dans sa com aussi, hein ? Toi, ce que tu évoquais, ce côté un petit peu... On va gagner ? Très triomphant, on va gagner, on va se qualifier, on est les meilleurs. Après, tu vois, dans sa com d'après-match, comme ça, dans sa com d'avant-match, il est toujours... je pense qu'il a toujours la volonté de... mettre le groupe dans les meilleures dispositions. C'est-à-dire, tu veux envoyer un message de confiance, tu dis on va gagner, on va se qualifier. Il l'a fait à Barcelone, juste contre Barcelone, il a fait la même chose. Je pense que c'est rodé, c'est même pas, ça va être difficile. Lui, il veut envoyer des ondes positives et c'est comme ça qu'il fonctionne, de dégager une confiance un peu absolue. De la même manière que je trouve qu'après le match, de vouloir prendre tout pour lui, ça a pas de sens. Le truc. Et puis c'est pas de sa faute s'il a des gogoles dans l'équipe. Désolé, à un moment donné, il faut quand même le dire. Tu as des joueurs qui ont un QI football dans l'effectif qui est très en deçà de toutes les équipes qu'il a eues avant. Genre, je vais pas citer des noms, mais on peut d'ailleurs. Mais le QI football d'un Dembélé dans un match où il est pas bon, c'est dramatique. Il va s'entêter à faire exactement la même chose et à quasiment jamais passer, quoi. Alors peut-être que s'il va passer une fois, il y aura but. Très bien. Mais c'est juste à un moment donné, quand tu as fait 8 ans que tu es en pro, tu as le droit d'avoir un peu plus d'évolution dans ton match, quoi, tu vois. Tu as le droit d'avoir de l'expérience, quoi. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que tu évoques la contre-performance d'Ousmane Dembélé, mais à en croire Luis Enrique, à la fin du match, il dit « Je suis satisfait de la double confrontation. Je trouve que mes joueurs ont été bons. » Est-ce qu'il peut pas dire il est dans le déni? Non, moi je pense que c'est juste un discours... de façade. C'est le discours qu'il continue à garder. Il est en construction. Tu vois, il construit une équipe, c'est la première saison qu'il l'a. Visiblement, il l'a pour encore 2 saisons. Tu vois, il ne va pas l'enterrer alors qu'il fait une demi-finale de Ligue des Champions avec une équipe assez jeune et assez moyenne dans tous les compartiments du jeu au niveau européen. Donc je le vois mal les enterrer en disant on a été naze. Parce qu'au final... c'est quand même un bon apprentissage de faire cette demi-là et de dire que, tu vois, pour des Barcola, des Vitinha, même des Ramos, tu vas les avoir encore l'année prochaine et encore l'année suivante, que c'est des matchs qui serviront peut-être à construire quelque chose dans la gestion de ce genre de match face à des blocs bas où tu trouves pas les solutions et où certains s'entêtent. Tu vois, tu parlais de Dembélé, mais Mbappé, il s'est entêté aussi dans des trucs à faire toujours les mêmes choses à l'aller et au retour et ça marchait pas. Donc, peut-être qu'il va avoir
au bout d'un moment, alors, en partie un peu cet été, des joueurs qui correspondent au style de jeu qu'il va apporter, tu vois. C'est là où on verra vraiment la diff. Et encore une fois, on l'a dit toute la saison. Ouais. Tu peux pas avoir des coureurs de 200 mètres devant qui savent pas jouer au foot à un moment donné. C'est chiant. Et je pense que les ajustements, ils vont se faire là sur les profils de joueurs offensifs où tu auras peut-être moins de vite. Enfin, tu vois, on va pas avoir des Barcola et Mbappé à gauche où c'est que deux mecs qui finalement Barcola, tu vois, qui va avoir un profil un peu. Barcola à gauche, Dembélé à droite l'année prochaine. Ça dépend, je sais pas. Moi, le mercato du Paris Saint-Germain, j'en sais pas. On en parle après ou pas de ça d'ailleurs des joueurs que. Bien sûr, du projet, oui. Alors évoquons. Hop, ça y est. On parle de Dembélé si tu veux. Ah bon, alors on va partir sur Dembélé. Donc il a loupé son match, sa demi-finale retour, il a loupé sa double confrontation. Déjà sur sa saison au Paris Saint-Germain. Est-ce que selon vous, c'est une réussite, une saison décevante pour, on rappelle, un joueur qui a été acheté 50 millions d'euros au FC Barcelone, qui était souvent blessé, il fait quasiment une saison pleine, on peut le dire. Ouais. Il est meilleur passeur de Ligue 1, il fait partie des héros de la double confrontation en quart de finale contre le FC Barcelone. On a tous les éléments. Selon vous, est-ce qu'il a floppé cette saison au PSG ou c'est quand même une bonne surprise, Ousmane Dembélé ? Moi, en tout cas, c'est une bonne surprise. Je ne pensais pas qu'il jouerait autant, déjà. Je ne pensais pas qu'il serait autant décisif. Alors après, par rapport au statut qu'il a, on peut toujours s'attendre à mieux. En revanche, la double confrontation contre Dortmund, elle pointe aussi les limites de ses qualités, tu vois, qui est un joueur qui dévore les espaces, qui, quand il prend de la vitesse, c'est là où il est le plus impressionnant et il est le plus décisif. On l'a vu contre Barcelone, dès qu'il y a un peu dès qu'il peut prendre de la vitesse, mettre des crochets, etc. En fait, quand c'est fermé, ce que tu disais, il s'entête, il refait les mêmes trucs, En fait, tu as des profils de joueurs qui ne savent faire qu'une seule chose, quoi. Ouais. C'est ça qui est frustrant, en fait. Parce que ce mec-là, moi, je pense vraiment, c'est un des joueurs qui m'a le plus fasciné presque dans ma vie, parce que je trouve qu'il a des qualités extraordinaires de 1 contre 1, des qualités de crochet court, de crochet long, des choses qui sont, moi, je trouve fabuleuses, vraiment, et qui m'émerveillent. En revanche, qu'est-ce qui le sépare de mecs qui ont des Ben Arfa, des Nasri, des mecs qui auraient pu faire plus, tu vois ? Qu'est-ce qui le sépare de ces joueurs-là à qui tu te dis est-ce que sa carrière est un... Ouais. Okay. C'est vrai que là, il va avoir 26 ans, et ça me fait penser un peu à ce que disait Ricky Fati quand il évoquait Achraf Hakimi, où il dit, voilà, à cet âge-là, il arrive à une période charnière où il passe de promesse à joueur confirmé, et justement, à quelle table il va devoir s'asseoir. Au-delà de ça, c'est déjà passé ce cap pour lui. En fait, le problème, c'est que, tu vois, si on fait le parallèle avec Hakimi, c'est deux joueurs qui ont aussi éclos et qui ont percé parce qu'ils avaient une spontanéité et tu vois un jeu à l'instinct qui était qui était assez déroutant. Et en fait, quand tu arrives à un truc où tu es censé être un joueur confirmé, qu'on t'attend au tournant, on t'attend aussi sur le QI foot et de ta capacité à gérer des matchs différents, des équipes différentes, des adversaires différents, et du coup où tu es attendu aussi et que ton jeu il doit évoluer. Et c'est là où tu vois le plafond, il est pour le moment, pour Ousmane Dembélé, il est peut-être pas encore cassé, parce que est-ce qu'il sera capable ou non, je sais pas, tu vois, de jouer différemment. Après, moi, j'adore le profil, j'adore ce qu'il dégage, l'insouciance qu'il a, même en dehors du terrain, de sa manière d'aborder les matchs. C'est assez frais quand même d'avoir des joueurs comme ça, tu vois, qui calculent pas trop et qui, lui, kiffent le foot. Ouais. Et c'est quand même encore une fois rare à ce niveau-là d'avoir des mecs qui kiffent le ballon, qui kiffent les gestes, qui kiffent qui kiffent faire des passes décisives. Donc je peux pas lui mettre un coup de pelle, tu vois, mais c'est vrai que là sur ce match-là, il a pas été au niveau où on été fantastique à l'époque de Paris. Tu vois ce que je veux dire ? À l'époque du PSG de Canal+, etc. Mais dans une équipe qui vise l'excellence, ou en tout cas qui a les ambitions d'aller chercher l'excellence, donc la Ligue des Champions, des choses comme ça, malheureusement, ce type de joueur-là n'est pas dans le cadre de ces équipes-là. C'est-à-dire que tu ne verras pas un Dembélé au Real qui va gagner les Champions. Tu l'as vu au Barça, mais pas dans un Barça qui vise la Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire ? Dans un Barça en reconstruction. Et ils l'ont surpayé, ils ont fait n'importe quoi, mais tu verras... C'est pas des joueurs, en fait,
qui sont capables d'aller chercher de l'excellence. C'est des joueurs d'instinct, mais c'est pas des joueurs fiables, en fait. Bah, tu vois, Ousmane Dembélé, là, au cours de la conversation, j'ai un autre joueur qui m'est venu en tête, c'est Jérémy Doku. Qu'est-ce qui le différencie un petit peu de Jérémy Doku, qui est plus jeune, qui a plus ou moins le même profil, peut-être un peu plus explosif, mais aujourd'hui, Jérémy Doku performe et réussit dans un Manchester City qui demande quand même un gros QI foot. Ouais, mais il n'est pas titulaire. Ouais, il joue pas beaucoup. Hein. Il jouait beaucoup, il joue moins. Mais il s'était blessé. Ouais, mais il a moi, fait c'est des pareil. performances où il fait des 4 ou 5 passes décisives dans le match, il a mis Après, des il est buts. plus jeune, est-ce que lui va faire évoluer son jeu comme on en parlait ça reste à voir. Ouais. Si tu es avec un Guardiola, tu as quand même plus de chances de faire évoluer ton jeu. Et puis l'équipe de City, elle est quand même plus établie. Aussi, que, bien tu vois, sûr. t'es Ouais, donc plus ça jeune dépend dans un une peu équipe des- plus établie. Donc je sais pas trop, tu vois. Il faut quand même se rappeler qu'au Barça, ils ont essayé de le virer tout le temps, hein, Dembélé. Et les supporters, ils le détestent. Ouais, il le pleurait quand il l'avait, il le pleurait quand ils l'ont perdu. Ouais. C'est un peu. Non, petit je peu pense étonnant. pas qu'ils le pleurent du tout, hein, franchement. Bon, en tout cas, il a eu Ils ont droit à juste sa eu- bronca. Ouais, enfin, ils ont juste eu le seum parce qu'il est. Parce qu'il il était parti. il a mis à l'envers au club, c'est tout. Le projet Paris Saint-Germain, avant justement d'évoquer l'avenir de ce PSG-là et de On certains serait pas un cadres, peu Nasser dans le projet, d'ailleurs. d'abord, est-ce que selon vous, à l'instant T, après tout ce qui s'est passé, en prenant en compte le début de saison, le contexte Kylian Mbappé, le contexte Luis Enrique, Luis Campos, tout ce qu'il y a eu tout au long de cette saison, le parcours européen, est-ce que la saison du Paris Saint-Germain est une réussite selon vous ? Oui. Ouais, moi je me dis que avec cette équipe-là, tu vas quand même, tu vois, sans regarder le contenu, parce que tu vois, c'est de prendre un peu de recul quand même et de, tu vois, pas juger dans l'émotion de se dire, ok, on joue pas bien, on devrait jouer mieux, on devrait jouer plus comme ci ou comme ça. Et dans les mentions d'une élimination en demi. Tu vois, si tu prends factuellement, tu fais champion de France. Possiblement, tu vas gagner la Coupe de France et tu as fait demi-finale de Ligue des Champions. Et tu as le trophée des champions aussi. C'est une saison réussie, tu vois. Après, si vraiment ça tarde sur le contenu, et c'est ce qu'on doit faire parce qu'on est exigeant envers un club qui veut s'asseoir à la table d'autres gens. Ce que je vais dire, tu sais, genre, Non, mais je sais jamais à quelle sauce on va être mangé avec Jo. Mais moi, je trouve que c'est une saison qui est réussie. Mais c'est un miracle cette saison, évidemment. Mais Luis Enrique, il arrive dans tu veux, un mais club- c'est une Non, c'est un saison miracle, réussie. mais dans le sens, c'est une saison qui est extrêmement réussie. Luis Enrique, il arrive dans un club où son directeur sportif ne voulait pas de lui. Où, au bout de je sais pas combien de temps, une semaine d'entraînement, on lui dit bah, écoute Mbappé, on va essayer de le vendre. Donc il joue pas. Mbappé ne prolonge pas. Ah, il fait pas la tournée de. Ouais. Il fait pas la tournée en Asie. On lui dit voilà, cet hiver, on va peut-être acheter des joueurs parce que l'effectif il est un peu court. Bah, sans blague, l'effectif il est un peu court. Il te prend un Barcola, on lui met un Colomboigny dans les pattes j'allais dire à la 90e. À 90 millions. Le 31 août à 90 millions. Alors que bon, tout le monde sait qu'il ne les vaut pas. Mais c'est un panic buy de dernière minute. Ils ont voulu le faire. Pas de dernière minute, parce qu'ils ont cherché à l'acheter pendant plusieurs semaines et à chaque fois, j'ai oublié dans quel club il était, j'ai Francfort. Voilà, Francfort disait non, on veut plus. Et Non, mais parce qu'ils ont aussi pris des stops par Harry Kane et qu'ils avaient essayé Osimhen et que c'était trop Ouais, cher. parce que- donc, parce que moi, je trouve que ce qu'a fait Luis Enrique, c'est une très grande réussite sur cette saison parce que ils ont marché sur les gains. Même si c'est pas son problème s'il n'y a pas de concurrent. Ah ouais, moi Il je faut le trouve faire. aussi. Tu vois. hein. Il faut être avec 12 points d'avance à 5 journées de la fin ou 4 journées de la fin. Voilà, c'est très bien. Demi-finale de Ligue des Champions, très bien. Même si le parcours était chaotique, c'est très bien. Triplé, pourquoi pas. Potentiel avec la finale de la Coupe de France, c'est très bien. Alors, Galtier et Pochettino, ils n'arrivaient même pas à faire des doublés ou des triplés. Donc, Galtier a été champion avec un point d'avance sur le Racing Club de Lens. ah, mais il n'y a aucune discussion, c'est fantastique. Est-ce que le projet du PSG est à remettre en cause? Quand je dis ça, c'est... C'est quoi le projet du PSG? Alors, le projet du PSG, cette saison, ça a été de ramener des jeunes joueurs, j'allais dire franciliens ou français, autour de Kylian Mbappé pour justement le mettre dans les meilleures conditions et les meilleures Donc, est-ce dispositions. qu'on continue dans le projet Mbappé l'année prochaine sans lui? En Ça, tout cas, la question. est-ce qu'on garde le même cap ou du coup tout est remis en cause? Tout va être changé. Bah déjà, on va moi, savoir si le directeur sportif va rester. Ça change tout, s'il est là ou s'il n'est pas là déjà. Si t'as Campos ou si t'as pas Campos, t'as pas le même recrutement. Si t'as Campos, tu vas avoir un recrutement avec Jorge Mendes, avec des joueurs du championnat portugais ou des Portugais. Donc tu peux avoir, je sais pas moi, je te prends un exemple, un latéral gauche portugais qui va arriver remplaçant ou brésilien,
Il parle de Gyökeres, là, le Suédois qui est un... Voilà, un avant-centre qui va être ou Osimhen, ça va être le Qatar qui va le faire, ou Gyökeres, l'avant-centre du Sporting. Et si tu as un autre mec que George Campos, faut voir si c'est un mec qui se maque avec les agents, comme Campos ou un autre, ou Leonardo, ou tous ces mecs-là, tu vois. Mais le problème, c'est qu'on sait même pas. Le problème, c'est que ce club n'est pas géré, en fait. Le problème, c'est que Nasser, il est là, mais il a 10 000 trucs à faire en plus du PSG, et il comprend rien à ce qui se passe au club. Est-ce qu'il est trop présent, selon vous? Enfin, là, c'est un petit peu... Trop présent, mais non, il a l'Open de tennis de Qatar à gérer, il a la GD de Qatar de tennis à gérer. J'ai l'impression que quand on voit les autres clubs européens, quand il y a une qualif, une élimination, les présidents de clubs, on les entend pas trop, on ne les voit pas trop. Mais lui, on l'entend au début de la saison, à la fin de la saison. On l'entend pas au milieu de la saison, on le voit pas. La remise des prix pour les 200 buts d'Mbappé, il n'était pas là. Il a été là pour le truc de Marquinhos, mais ça tombe bien, c'était une semaine avant la Ligue des Champions, donc il était là. Mais sinon, pour avoir des gens qui travaillent au club depuis des années et des années, je ne citerai pas de nom, et j'insiste, je ne parle pas de toi, c'est tellement mal géré ce club. Genre, toutes les entités du club travaillent de leur côté. Et dans les entités, dans les pôles, que ce soit le marketing, la communication, dans ces pôles-là, chacun travaille de son côté. Dans la billetterie, par exemple, entreprise, la billetterie perso, les mecs travaillent tous de leur côté. Enfin, moi, je suis contacté par, je pense, 5 personnes du club pour la billetterie, par saison. Et c'est pour te dire à quel point, que ce soit dans le sportif, où on voit, t'as Campos d'un côté, Luis Enrique de l'autre, le président de l'autre, ça n'a aucun sens. Dans tous les pôles du club, ça n'a aucun sens. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, tous les clubs d'Europe, les grands clubs, ils se marrent en voyant le PSG. Il n'y a aucune progression. Le Qatar, ils font n'importe quoi dans l'art, ils font n'importe quoi dans l'hôtellerie, ils font n'importe quoi avec le PSG. Ils savent pas gérer les trucs. C'est comme ça. Bah voilà. Mais qu'est-ce que je te dis ? Tu trouves, Boris, en toute objectivité, que le Paris Saint-Germain, version QIC, un peu mal géré, qu'il n'a pas vraiment progressé ou pas progressé comme tout le monde l'avait imaginé ? Mais en tout cas, je crois que c'est un peu un euphémisme de dire que ça manque de cohérence. Tu vois, c'est le nombre de projets qu'il y a eu différents depuis que le club est passé sous pavillon QSI. Alors ouais, c'est vrai que c'est un peu excitant quand tu as mangé ton pain noir pendant quasiment 15-20 ans, tu vois. Moi, j'étais quand même très content de voir arriver le Qatar, parce que ça a permis au club d'être champion tous les ans, et ça n'a pas de prix. Je vais pas il y a une ambition, quoi, simplement. Après, je trouve que c'est là que la déception, elle s'installe, parce qu'en fait, au-delà de pas gagner, il y a ce côté aussi où de pas comprendre ce que le club devient, et que le projet, mais même les contours du club, en fait, ils changent constamment sur ce qu'on aurait envie d'être. Alors la marque, elle s'est hyper bien développée, on est connu dans le monde entier, les gens, ils achètent des maillots, etc. Et c'est vrai que moi, je trouve que sur ce point-là, c'est très bien, mais en fait, ça doit être corrélé à ton évolution sportive, en fait. Ton ambition voilà, sportive. parce que tu peux pas avoir deux trucs. On n'aime pas les Yankees de New York où personne ne sait, déjà connaît les règles du baseball, et en fait va à New York voir un match, manger des saucisses et boire des bières sans rien comprendre. Enfin, si c'est ça le projet, moi, j'avoue, ça m'intéresse pas trop. Et pour l'instant, en fait, et puis c'est indissociable, une grande marque dans le sport avec la réussite sportive. Si tu prends les grands exemples, tu vois, de qui fonctionnent, c'est quoi ? C'est Ferrari, tu vois, des marques qui sont devenues, des marques qui sont à la fois une écurie sportive et qui est à la fois une marque. Des gens, ils achètent des t-shirts Ferrari, ils n'ont jamais conduit une Ferrari de leur vie. Ça fonctionne. Les All Blacks, ça fonctionne. Tu vois, c'est là, c'est une équipe nationale qui est devenue une marque. Tu vois, les Red Sox de Boston. Tu vois, tu vas avoir des trucs où c'est forcément corrélé à des résultats sportifs. Et c'est là où ça va pas, c'est que tu dois avant tout mettre l'accent sur ton projet sportif et que le market y suive derrière. Et mettre l'accent sur le sportif, c'est trouver de la cohérence, c'est organiser. Tu vois, quand Zlatan est arrivé, il y a eu un truc d'organisation, quand même, de professionnaliser tout l'intérieur du club. Ça passe par ça, mais
J'entends, il pointait certaines incohérences au niveau du fonctionnement du club en interne. Évidemment que si le service sponsoring, il marche pas dans la main dans la main avec le service market, avec le service billetterie, avec le en fait, il y a un truc c'est des grains de sable, mais c'est ça qui va faire que les rouages ils vont coincer à un moment et que année après année on redit ces trucs-là. Donc si le sportif il comprend un jour qu'il faut mettre les choses dans un ordre et continuer année après année à aller dans le même sens, c'est cool parce que ça veut dire que déjà sur 3 ans, si on arrive à construire un projet, c'est bien. Et puis créer une histoire, c'est aussi créer des sentiments. Tu vois, et je trouve que ça manque beaucoup de sentiments, ce projet du Qatar. Par exemple, on en parle Marquinhos. Non, mais on en parle aujourd'hui, mais Michel Montana, tu vois, c'est le meilleur exemple. Et c'est le speaker du PSG qui va partir à la fin de la saison. Non, mais pour ceux qui, voilà, ça fait 40 ans qu'il est là, mais il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de... c'est un mec qui est adoré par les supporters du PSG. Et pour l'instant, il n'y a rien. Et il y aura peut-être un truc au dernier match, quoi, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, peut-être dimanche pour la dernière soirée au parc. Ils vont lui offrir une assiette, tu vois. Mais, je sais pas. Mais d'ailleurs, comment vous l'imaginez un peu cette dernière journée au Parc des Princes, dernier match de la saison dans l'antre du Paris Saint-Germain. Ce sera le dernier match. Ça va être, feu d'artifice, pyrotechnie, des... Champion de France, voilà, basta. Et Mbappé va faire le tour du stade. Alors je sais pas si... Ils vont même pas vraiment le dire. Même ça va prendre du temps parce que avec le boulard qu'il a, le temps qu'il fasse tout le stade, et puis comme il a fait celui de Monaco déjà avant, je sais pas... Après moi je suis curieux de voir l'accueil qu'il va recevoir. Je sais pas comment ça va se passer. Si, c'est très simple. Non, il va avoir des instructions... Enfin, les supporters comment on dit du PSG. Oui, mais le CUP va avoir des instructions pour applaudir chaudement Kylian Mbappé et ils vont s'exécuter comme ils se sont exécutés pour siffler Neymar et ainsi de suite, et Verratti, voilà. Quand il fallait faire partir Neymar et Verratti, on leur a dit écoutez, vous nous aidez pour les trucs, et c'est ce qui s'est passé. Et là ils vont nous dire écoute, pour l'histoire, allez, et tu vas voir que c'est exactement ce qui va se passer. Là, je vois qu'on arrive bientôt sur l'heure d'émission. Je vais vous poser 2 dernières questions. La première, c'est donc comment on se relève d'une telle désillusion, pour reprendre ce terme-là. Ils ont déjà oublié, frérot. Ouais. Ils ont déjà oublié. Ils pensent à l'Euro tout de suite, tu vois. C'est fini, ça y est. Alors, je vais te dire un truc. J'ai vu un joueur effondré sur le terrain. Un seul. Vitinha. Et lui, on parlait du projet du PSG dans le jeu. Je peux te dire que Luis Enrique... Il y avait Warren qui avait les larmes aux yeux aussi. Luis Enrique, ouais, mais Warren, il a 18 ans. Jeune, il a 18 ans. Mais tu vois, genre, pour moi, le premier mec que Luis Enrique va mettre sur sa compo l'année prochaine, ça va être Vitinha. Moi, je lui donnerais le brassard même. Enfin, tu vois, dans ce qu'il fait dans le jeu, la place qu'il prend, même auprès des médias, la communication, l'analyse des matchs, la manière d'être décisif dans certains grands matchs. Enfin, tu vois, il met des buts importants. C'était pas ça ta question. C'était sa question. Comment on se relève de ça? Moi, je pense qu'ils vont s'en relever très facilement. Ils sont déjà. Mais Mbappé, Mbappé, il pense déjà au fait qu'il y ait l'Euro, qu'il signe à Madrid. Tu vois, genre. Il va faire les jeux. Ça y est, il est passé à autre chose. Mais après, c'est une force aussi de savoir passer à autre chose. Ouais, mais moi, je pense qu'ils sont pas du. Enfin, après, c'est dur à digérer le soir du match, jamais s'en remettre comme le lendemain, et puis après tu passes très rapidement au jeu. Après, c'est aussi ça la vie de sportif de très haut niveau, c'est que t'as pas le temps de trop t'apitoyer, même quand il y a des grandes désillusions, même des défaites en Coupe du Monde, même tu vois. Qu'est-ce qui va se passer en fin août, début septembre? Nasser va faire une interview sur PSG TV et il va dire voilà, maintenant que Kylian il est parti, le projet c'est ça, il va nous donner un autre projet comme chaque année et tout le monde va dire ah ouais bah alors c'est bon, ça c'est le nouveau projet. Je suis pas sûr, et chaque année tout le monde va plonger, et je vous l'ai dit au début de la saison, chaque année tout le monde va écouter ce qu'il va dire et les supporters vont dire ok c'est ça le projet, c'est Warren machin, c'est Barcola, c'est les jeunes, c'est énorme. Mais là pour le coup on parlait d'émotion, ou j'ai plus le terme exact que vous avez employé, mais avec
la mise en avant et dans la lumière de Warren, il y a ce côté, si Mbappé s'en va, on a un vrai Titi qui est là depuis l'âge de 7 ans, qu'on vient de prolonger, on mise tout sur lui et tout. Donc voilà, c'est peut-être le nouveau visage du Paris Saint-Germain. Je vais te poser une question maintenant, je vais prendre ta place. Quand tu fais 3 demi-finales en 5 ans de Ligue des Champions, c'est quoi ton ambition ? De la gagner. Ok. Alors, tu fais quoi pour la gagner, pour renforcer ton équipe ? Tu gardes Marquinhos ? Ça, premier degré, je pose la question premier degré. Oui ou non ? Je pense pas. Ok, toi tu penses pas non plus. Moi je pense pas non plus. Il a été prolongé. Tu mets qui à côté de lui, en sachant que Hernandez ne joue pas avant 2025, en sachant que Skriniar ne peut plus jouer au foot, enfin en tout cas est très handicapé. Là on est en train de dire qu'il y a un chantier en défense alors qu'ils ont acheté Lucas Hernandez qui s'est blessé, Lucas Beraldo et Skriniar qu'ils ont eu gratuitement. Et Presnel qui va revenir, qui fera aussi office de nouvelle recrue. Il sera là à la rentrée, quoi. Ouais. On a 6 joueurs plus Moukile qui est à la base un défenseur central, à la base. Donc tu as 7 joueurs en défense centrale et sur les 7 joueurs, tu n'en as aucun qui est au niveau, à part Lucas Hernandez qui est blessé pendant 6 mois. Tu as Danilo qui est clairement en fin de carrière, Skriniar qui est clairement en fin de carrière, qui vient d'arriver. Enfin, il y a un mois. Qui est en fin de carrière avant l'heure, quoi, parce qu'il est quand même pas il est pas vieux. Donc tu vois, tu te dis, les chantiers, c'est ça. Au milieu, tes latéraux, il te faut un latéral gauche remplaçant, parce que Mendes, tu as bien vu que c'est compliqué physiquement, tu sais pas comment va se passer sa réathlétisation pendant quelques mois. Il peut rechuter, il peut, voilà. T'as pas de remplaçant. Kurzawa va enfin partir. Donc il te faut un remplaçant. Au milieu, tu vas avoir Vitinha, Zaïre Emery. Il te faut un vrai joueur, en fait. Enfin, à côté à la place de Fabien. Ils l'ont peut-être déjà, mais peut-être. Non, mais ils l'ont peut-être déjà parce qu'il est prêté et qu'il pourrait revenir. Peut-être, évidemment. Ayman Carré ? Non, Xavi Simons. Avec Xavi Simons. Ah, Xavi, ok. Ou Renato Sanchez. Non, mais il peut même postuler à gauche. Même couloir à gauche. Mais pour moi, il faut un milieu de classe mondiale dans cette équipe. C'est vrai que c'est. Et après, tu auras Barcola, Xavi Simons, Dembélé, Asensio. Mais Asensio, tu peux même. Asensio, il faut régler ce problème aussi de où est-ce que tu le mets, parce que au bout d'un an, il a quand même pas trouvé sa place, Asensio. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Kang In Lee, même si c'est un joueur de second couteau, mais il n'a pas de poste non plus. C'est un remplaçant, tu sais pas où il va jouer non plus. Ouais. Donc voilà. Carlos Soler, il y en a beaucoup. Et tu prendras une pointe, parce qu'évidemment, Koulibaly, c'est. Le problème, c'est que Carlos Soler, c'est jusqu'à 2028 aussi. Non, mais là, on parle quand même de 5 joueurs, tu vois. C'est largement possible de faire ces 5 joueurs avec le salaire que tu économises sur Mbappé. Largement possible. Donc c'est juste qu'il faut pas se tromper et pas faire n'importe quoi. Voilà, c'était ma dernière question, c'est quel grand ménage il faut faire, mais bon, j'ai l'impression qu'il a plus ou moins tout balayé. Non, mais tu vends personne au final. Tu vas vendre qui ? Solaire Je sais pas s'ils y arriveront, mais... Non, mais ok, mais tu vas le prêter à la Roma, tu vois ce que je veux dire ? Tu vas récupérer Renato Sanchez, et en fait, ça va être la même chose. Renato Sanchez, on va encore nous dire, allez, on y croit, on va relancer Renato Sanchez, mais Renato Sanchez, depuis l'Euro... il est tout le temps blessé. L'Euro 92, je sais plus quand c'était, hein, l'Euro où il a explosé. Ouais, 2016. Ouais. Voilà. Depuis ce moment-là, il a jamais performé. Que ce soit au Bayern, à Paris, à Lille, pendant 3 mois, il a fait 3 matchs, où il jouait sur le côté, en plus, c'est là où il était le meilleur. Donc, qu'est-ce que tu fais de ces joueurs-là ? Je le sens un peu énervé, je pense que c'est le moment. Non, mais Presnel c'est pareil. Tu sais pas comment il va revenir et on l'aime parce que c'est avec Marquinhos le mec qui aime le plus le club, tu vois. Donc c'est triste, quoi. Mais en tout cas, il faut pas encore acheter des joueurs qui ont eu des grosses blessures. Parce que entre Neymar, Bernat, Kipembe, Lucas Hernandez, enfin, t'as des mecs, tu sais plus ce qu'ils valent physiquement, quoi. Et il faut des joueurs fiables. En tout cas, le chantier de l'intersaison, il est quand même hyper important, encore une fois, parce que voilà, c'est vrai que la défense, c'est quand même... c'est un peu inquiétant quand même. Et puis ça manque de classe mondiale, c'est ce que tu disais. Tu vois, quand l'an dernier, j'ai vu Gundogan qui signait au Barça, je me suis dit, tu vois, c'est très con, parce que dans ce milieu-là, ça aurait été le joueur qui manquait, tu vois. Ouais, ou un joueur que j'aurais bien aimé l'année dernière, c'est Verratti, par exemple. Verratti, est-ce qu'il manque ? Là, la saison, elle est quasiment terminée. Mais je suis désolé, tu mets Verratti à la place de Fabien Ruiz. Ouais, c'est une folie, cette équipe. Parce que c'est exactement ce qui te manque. Petit Hibou, si tu nous vois, si tu nous entends, voilà, on est très amoureux. Voilà, et le plus important pour moi, c'est faire confiance à Luis Enrique, même si c'est planté dans plein de matchs, dans plein d'avant-matchs, ce que tu veux, il n'y a pas de problème.
Tu lui fais confiance. Moi, j'y crois. Sur un projet, en tout cas sur plusieurs années, j'y crois fort. Parce que, encore une fois, il a fait des trucs très très bien intrinsèquement dans la... joueur dont il a besoin. Exactement. En termes de profil, en termes de vision du football. Comme, regarde ce qu'il fait avec Vitinha. Je pense que c'est la meilleure explication possible. Tu prends des joueurs techniques, des joueurs qui parlent football. Messi, je suis désolé, il part. Il est peut-être plus haut niveau, mais en termes d'identité footballistique, c'était un message... De vendre tout ça, c'était un très mauvais message. En tout cas, le rendez-vous est pris. On est au mois de mai, donc juin, juillet, août. Donc dans 3 mois, voilà, on sait ce que doit faire le Paris Saint-Germain. Merci messieurs, c'était cool malgré cette élimination du Paris Saint-Germain. On verra pas Jobélin le crâne rasé par Benjamin Nives. Ça c'est vraiment dommage. Ah ouais, c'est ma plus grosse désillusion de cette saison sur la zone, mais ça ne s'arrête pas. On se retrouve quand même. Mais comme dirait Ricky Fati, force est de constater que... Je l'attendais. Voilà. J'ai eu encore raison toute la saison. Je l'attendais. On va se quitter là-dessus. Merci les gars. On se retrouve très bientôt sur la zone et j'en profite encore pour vous remercier. Vous êtes chaque semaine, chaque mois de plus en plus nombreux tout au long de cette aventure. Non. Mais si, bien sûr. On a dépassé les 200 000. Il ne suit rien. Non, mais si je dois être totalement transparent avec vous, je suis en plein déménagement / emménagement, donc j'ai un peu la tête dans une botte de foin. Garde. Je vais te demander de lire ce chiffre, s'il te plaît. 219 000 abonnés sur la zone. Donc voilà, 219 000 fois. Merci à toutes et à tous de nous suivre encore une fois chaque jour, chaque semaine et chaque mois. La zone continue. Et on rappelle aussi le rendez-vous le 26 mai. Le Champions Rire. Voilà, Champions Rire édition 2 avec toute l'équipe de Mosaïque 75, avec tous les humoristes, les sportifs, les célébrités, les people, les bobos. Plus l'Euro, plus la dernière journée de Ligue 1, plus... on va se régaler. Voilà, c'est une fin de saison exceptionnelle qui nous attend pour la team de la zone. Merci beaucoup les gars, on se retrouve très très vite. Salut tout le monde, ciao ciao. Le football il a changé. Vous avez un site, cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.